Bon après-midi à tous, nous sommes bien le samedi 16 août, il est 13 h et comme vous le savez déjà, 13 h, c'est l'heure du débat sur STV. L'amour passionnel peut-il justifier le crime? C'est le thème que nous avons choisi pour cet après-midi. Vous l'avez donc compris, nous parlerons du crime passionnel. Nous débattrons sur ce sujet grave qui connaît de plus en plus d'ampleur au sein de la société camerounaise. Nul besoin de vous rappeler les crimes qui ont défrayé l'actualité ces derniers mois. Alors, quelles en sont les causes? Comment l'amour peut-il se transformer en meurtre? Quelles sont les circonstances qui conduisent à une telle attitude extrême? Nous essayerons de répondre à toutes ces questions tout au long de notre émission. Mais vos avis aussi nous intéressent, donc vous pouvez bien évidemment nous envoyer des messages au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Alors j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Bondje, avocat au barreau du Cameroun. Bon après-midi et merci d'être là. Merci Audrey, c'est toujours un plaisir de venir partager avec vous les quelques moments rarissimes et rares avec vos téléspectateurs. Voilà. J'ai ensuite à ma gauche Judith Touala. Généralement on commence par les dames, mais moi j'ai fait le contraire cet après-midi. Judith Touala, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, c'est un plaisir renouvelé d'être invité par vous pour débattre des sujets sociaux, notamment davantage sur le thème d'aujourd'hui qui défraie vraiment la commune. Voilà. Crime passionnel. Pourquoi le crime passionnel? On va répondre à cette question tout à l'heure, mais avant, on va commencer par la définition. Maître Bondje, c'est quoi le crime passionnel? Pour que tout le monde puisse comprendre à la maison, tous ceux qui nous regardent, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se demandent, mais c'est quoi le crime passionnel? De quoi il parle? On va définir. Oui, tout à fait. Lorsque vous parlez de crime passionnel, vous avez là deux mots, ou deux termes. Vous avez d'abord le crime et vous avez la passion. Et le crime, c'est quoi? C'est une infraction. Vous savez, une infraction punissable. Vous savez que lorsque vous violez une règle sociale qui est protégée, vous êtes passible d'une peine sur le plan infractionnel. Donc, quand on parle de crime, ça veut dire qu'il y a infraction. Maintenant, la passion, c'est quoi? La passion, c'est un mouvement irrésistible où la raison n'interfère pas, c'est-à-dire qu'on est comme si on était agi. Comme son mot l'indique, on est un peu passif. Et lorsqu'on remet donc les deux, on définit le crime passionnel comme étant qui désigne un meurtre. Normalement, le crime passionnel, c'est un meurtre. Mais un meurtre ou une tentative de meurtre dans le mobile. Le mobile est la passion ou la jalousie amoureuse. Et si vous voulez que je le détermine de manière très simplissime, c'est une dérive amoureuse, tout simplement. J'aimerais avoir la définition aussi de Judith, tu vois là. Alors disons que Maître Bondje a très bien développé ce groupe de mots de l'amour du crime passionnel, parce qu'en réalité l'amour passionnel c'est l'amour qui voudrait finalement qu'on puisse s'accaparer et on se sent propriétaire de l'être qu'on dit aimer. Et donc, du coup, le crime arrive effectivement dans ce cas de figure du fait qu'on ne voudrait pas que cette personne nous échappe. Donc, on pousse tellement la volonté de s'accaparer qu'on va plus loin en se disant qu'en éliminant la personne, on la protège. C'est-à-dire qu'on la protège des autres personnes qui pourraient effectivement avoir le regard là-dessus. Donc, en fait, c'est ça le crime passionnel. C'est-à-dire commettre un meurtre à l'issue de cet amour qui se voulait être protecteur. Voilà. Protecteur vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de soi ou alors vis-à-vis de la victime? Non, vis-à-vis de soi. Parce que je me pose la question, est-ce que Maître Bondje, est-ce que le thème protecteur, est approprié? Est-ce que en fait on met fin à la fin, c'est ambigu, mais c'est le sentiment quand on met fin au jour de la personne parce qu'on veut protéger la personne ou alors parce que on est à la limite, en fait. On est à la limite, voilà, un peu égoïste et on se dit autant mieux tuer cette personne là et comme ça personne ne profitera d'elle. La réalité c'est que est-ce que c'est de la protection ça? La réalité c'est que quand on commet effectivement cet acte-là, en fait, la personne qui commet cet acte ne voit pas en cet acte qu'elle est en train de nuire à celle-là. Non. En fait, c'est sa propriété. Elle se sent propriétaire. Et donc, il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse en user. Du coup, on élimine. Le sentiment d'élimination, c'est sans percevoir plus loin qu'on ne verra pas cette personne. Puisqu'on est dans la passion, on ne veut pas partager.
cette personne. On le fait de manière inconsciente en fait. Tout à fait. On n'a pas conscience que, j'ai bien compris ce que vous avez dit, on n'a pas bien conscience qu'on est en train de faire du mal à la personne. Tout à fait. Mais il y en a quand même, on va pas nier le fait qu'il y en a qui le font consciemment quand même. C'est pas. Non, disons il y en a qui sont conscients de ce qu'ils font, et il y en a qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que, justement, c'est ce qu'on va distinguer entre le crime passionnel et le crime simple. C'est-à-dire que dans la passion, il y a l'absence de l'action. Et ici, nous avons dit qu'il faut voir un peu un format triangulaire. On parle du triangle amoureux. C'est-à-dire qu'il y a toujours 3 personnes. Et généralement, la victime, c'est une personne qu'on aime ou celui qu'on dit être aimé. C'est-à-dire qu'il y a toujours au fond de l'amour propre. Mais comme elle a dit tantôt, c'est une forme d'appropriation de l'individu ou de débarras de l'individu. C'est-à-dire que ça dépend de quel angle on se place. Il y a d'autres qui veulent se débarrasser de cet amour encombrant. Et donc, il faut passer par le crime. D'autres, par contre, ils ont tellement approprié la personne qu'on n'entend pas que cette personne puisse s'échapper. Puisse appartenir à quelqu'un d'autre. Puisse appartenir à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, du triangle amoureux. C'est-à-dire que moi, j'aime Madame Chouala, qui aime une autre personne, mais moi, je ne voudrais pas qu'elle aime une autre personne. Je me l'accapare et je suis prêt à aller jusqu'au bout de ma logique, sans le vouloir. C'est-à-dire que l'amour me pousse à le faire malgré moi. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'à ce niveau-là, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas la raison. On est comme si on était agi, on est passif, alors qu'on est en action. En fait, la passion a pris le dessus sur la raison. Ça a pris le dessus et on se retrouve donc dans une situation où ambiguë. On fait quelque chose qu'on n'aimerait pas pourtant faire, mais on est dans l'obligation de le faire parce qu'on est dépassé par le sentiment interne qui dirige. Et c'est là où il y a la dichotomie entre l'âme et le corps. Et la cloison entre les deux, et justement, on se retrouve dans une situation très complexe où on ne contrôle plus rien. Et on reviendra pour dire que même l'amour, lorsque vous aimez vraiment, vous ne contrôlez plus rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas dire pourquoi vous aimez. Et c'est la même chose dans le crime passionnel. À un moment donné, si on vous pose la question après l'acte, pourquoi vous avez posé l'acte, vous avez du mal à répondre. D'autres vont regretter, mais d'autres seront vraiment dubitatifs. Un crime quand même, hein. Un crime reste un crime. Peut-on vraiment parler de passion pour un crime? La réalité, c'est que la passion, le mot passion intervient tout simplement parce que la raison n'y est pas. C'est-à-dire que dans un amour où, effectivement, on a le sentiment que ça dépasse à la limite, hein, parce que j'ai quand même envie de penser, quand je parle d'amour, si c'est vraiment le terme. Parce que la réalité, c'est que quand on aime, on n'envisage pas de faire du mal. Mais quand on parle déjà de la passion, c'est au-delà de tous les aspects contrôlables de l'être humain. C'est-à-dire que ça dépasse effectivement nos moyens intellectuels pour pouvoir canaliser les énergies. C'est-à-dire qu'on s'investit dans la relation en ne voyant pas quelles sont les limites. On veut absolument que ces personnes nous appartiennent et qu'elles ne puissent en aucune façon nous échapper. En fait, il faut aimer. Hein. Il faut aimer. Il faut aimer tout simplement. Il ne faut pas aimer à la passion. Tout à fait. Ça, c'est déjà le premier message qu'on peut passer. Je voudrais faire aussi à tous ceux qui nous regardent. Une différenciation pour les chrétiens, pour qu'ils comprennent un peu mieux. On parle souvent de la passion du Christ, sur le plan biblique. Et la passion du Christ signifie les souffrances du Christ sur le chemin de la croix et son supplice. Vous voyez qu'ici, un peu imagé, voilà une personne qui sait qu'il va mourir, mais qui accepte la mort. Comme si c'était quelque chose de bien. En fait, pour nous libérer. Je ne voudrais pas entrer, je ne suis pas si religieux que ça. Je voulais tout simplement montrer que la passion, en quelque sorte, peut aussi être voulue pour un bien. Et il faut savoir que beaucoup de créations que nous avons eues sur le plan global de l'avancement de l'humanité, il y a un peu de passion. Par exemple, j'ai fait mon métier d'avocat avec passion, avec beaucoup de passion. Ça me galvanise, ça me donne une certaine énergie intérieure qui me pousse à aller plus de l'avant que si j'y mettais de la raison. C'est-à-dire que si je mets de la raison, je vais commencer à voir que peut-être en parlant beaucoup sur le plateau de STV, les gens vont me couper la langue là-bas parce que j'ai dit ceci ou cela. Mais comme j'ai de la passion de ce que je fais, c'est-à-dire je vais bien le faire de telle sorte que je ne regarde pas les conséquences que cela va donner après. Et c'est cette passion-là qui, bien canalisée, peut justement apporter, à mon sens,
du bien à l'humanité. Donc la passion n'est pas que mauvaise. Ça dépend de l'angle sur lequel voilà. En fait, il faut aimer, parce que voilà, je vais justement revenir sur ce que j'ai dit tantôt, parce qu'il ne faut pas qu'on tire sur moi là dehors. Il faut aimer son métier avec passion, ce qu'on fait par exemple avec passion, hein, mais il ne faut pas aimer une personne avec passion. Mais peut-être, bon, là, Audrey, ça dépend. Parce que moi, je me pose même une question. Est-ce que le vrai amour n'est pas passionné? Est-ce que le vrai amour n'est pas passionné? Mais là encore, il faut s'interroger. Parce que lorsqu'on y met tellement de passion, comme elle a indiqué tout à l'heure, on considère l'autre comme une propriété privée. Et à ce moment-là, on lui donne plus sa liberté d'agir. Or, nous sommes dans un concert où, vous savez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Celle des autres, tout à fait. Et lorsque vous ne respectez pas ce principe, vous tombez donc dans tout le brouhaha des crimes qui ne sont pas que passionnels, qui peuvent être des crimes tout simplement pour faire valoir votre goût personnel. Voilà. D'accord. Alors, on a un troisième invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Didier Kouamouo, journaliste à Radio Nostalgie. Bon après-midi et bienvenue. On lui donne quelques secondes. Bonjour Audrey, c'est vrai que j'ai dû courir prendre les marches de l'escalier. Oui. C'est bon pour... Merci de nous afficher comme ça en plein direct. Ça a duré, oui. Oui. Alors bonjour tout le monde, bonjour maître, bonjour. Je suis très heureux d'être là. C'est comme d'habitude, vous connaissez ma formule. Oui. J'espère pouvoir être utile. Voilà. Alors, on parle du crime passionnel. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet-là? C'est un sujet passionnant. Puisqu'on en parle, c'est un sujet très très passionnant. Oui. J'ai choisi de me mettre dessus à fond. Et puis quand j'écoutais tout à l'heure Maître Bondier en train d'en parler, ça m'a inspiré cette pensée de Hegel. Il disait rien de grand ne s'est accompli sans passion. Oui. Mais il y a également Kant qui a repris le contre-pied de cette assertion en disant les passions sont sans exception mauvaises. C'est-à-dire si même les plus grands penseurs ont travaillé sur les passions, et c'est un sujet qui est d'actualité, qui sera toujours dans l'air du temps, parce que qui dit rapport entre les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, ou rapport entre l'homme, interaction entre l'homme et la nature, on parlera toujours de passion. Parce que c'est étant passionné que les plus grandes découvertes ont été faites. C'est parce que Einstein était passionné qu'il a découvert la théorie qu'il a découverte. C'est parce que Steve Jobs a été passionné, il était un fou de boulot qu'il a pu faire ce qu'il a fait. C'est parce que vous êtes passionné, que vous êtes là tout le temps, vous êtes là tous les jours, tous les samedis, alors même que vous pourriez avoir d'autres occupations. C'est parce que nous sommes passionnés que nous faisons ce que nous faisons. Mais maintenant, en toute chose, il faut savoir garder la mesure. À ce moment, donc, on pourra dire que la passion, quand elle est apprivoisée, peut servir nos intérêts. Mais lorsqu'on ne sait pas canaliser le flux passionnel qui nous inonde, ça devient très compliqué. Les psys pourront donc vous dire qu'à ce moment, on se sent inondé d'un flot d'énergie, ici la passion, qui nous déborde. À ce moment, donc, il faut pouvoir se faire accompagner quand on vit une relation, puisque je crois dans le cas d'espèce, on parle de la passion justifie-t-elle l'amour passionnel justifie-t-il le crime? Oui. Je parle sous le contrôle de maître Laurent Bondier. Rien ne justifie le crime. C'est le préambule, rien ne justifie le crime, encore moins l'amour passionnel. Mais je voudrais prendre, si vous me permettez, Audrey, je voudrais dans cette émission me positionner. C'est vrai que certains des confrères et des téléspectateurs peut-être me diront encore, oh Didier, tu sais, tu prends des positions difficiles, mais bon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Je voudrais me positionner ici comme celui qui, sans légitimer le crime passionnel et son corollaire, va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive au crime passionnel. Et je le dirais de façon pas scientifique, mais de façon empirique. Parce que, ayant été moi-même, comme beaucoup de téléspectateurs, j'imagine, été victime au moins une fois d'une très grande fougue passionnelle vis-à-vis soit d'une chose, soit d'une personne. Donc, c'est peut-être mon expérience, de mon expérience que je partirai pour essayer de faire comprendre, je veux dire, la dérive dont certains peuvent être les coupables à un moment. Et à votre avis, Didier Kouamouo, qu'est-ce qui peut pousser un individu à tuer par amour? Bon, je ne m'attendais pas à cette question. Oui, mais vous allez répondre. Prochainement, il faudra que vous me passiez votre protocole. Alors oui, rien. Je pars bien du postulat selon lequel personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Donc il n'y a absolument rien qui pourrait justifier le crime passionnel. Mais maintenant, il y a des émotions qui agissent en nous, sans nous,
Et malgré nous... Des émotions telles que quoi? Telles que la jalousie? Telles que la jalousie. Maître Bondier l'a dit tout à l'heure. Vous avez bien fait de le dire. Je regardais l'émission, même si ça a eu 1 minute de retard. Il y a... la jalousie est l'un des 7 péchés capitaux. Il faut le savoir. La jalousie, la luxure, la gourmandise et tout le reste, ce sont des actes. Et quand on parle d'actes, on parle d'homme. Enfin, je veux dire pas homme en tant que sexe masculin, je veux dire homme en tant qu'être humain. Homme avec grand H? Avec grand H. Donc, quand on parle de trahison et tout le reste, ce sont des actes. Et les actes sont faits pour être posés. Et qui pose les actes? C'est vous, c'est moi. Donc, ce qui m'arrive aujourd'hui, parce que je n'ai pas su canaliser la passion qui m'inondait, peut également vous arriver demain. Vous ne pouvez pas présumer de ce qui vous arrivera demain, étant entendu que j'ai appris, comme vous tous ici, quelque part un jour, que personne ne se connaît. Il faut déjà... C'est vrai qu'on ne connaît tellement pas, on se connaît tellement pas soi-même qu'il est difficile de présumer. Quelqu'un disait, connais-toi toi-même. Voilà, il faut déjà vous connaître vous-même. Donc c'est très très compliqué je ne vais pas dire de condamner parce que ce n'est pas mon rôle, mais c'est très compliqué de jeter l'anathème sans chercher à comprendre. C'est-à-dire l'anathème sur ceux qui se sont rendus, vous allez dire, vous les pénalistes, vous allez dire coupables de crimes passionnels. Mais moi j'ai envie de dire pour ceux qui se sont laissés aller au crime passionnel. Parce que je dis et je répète, Audrey, jusqu'à ce que ça vous arrive, vous ne pouvez pas présumer de ce que vous êtes capable de faire. Ça, je vous le dis parce que, excusez-moi de le redire ici, peut-être que celles qui en a ou qui en ont été les auteurs, je veux dire vis-à-vis de moi, vont comprendre de quoi je parle. Mais la passion, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à contrôler, qui peut vous amener jusqu'aux pires extrémités. Heureusement, il faut tout faire pour ne pas arriver jusque-là. Ça a été mon cas. Voilà. Dans la question que tu as posée, Audrey, si tu me le permets, dans la question que tu as posée, il s'agit ici des mobiles. Quels sont les mobiles, justement, qui peuvent vous pousser une personne à tuer l'autre? Parce qu'on parle de meurtre. Le meurtre, c'est lui. En fait, c'est d'avoir ôté la vie à un être humain. Vous devenez à ce moment-là le meurtrier. Mais il faut faire une différence entre le meurtrier et l'assassin. Le meurtrier, lui, il ôte la vie. Ça peut être spontané. Il a imaginé ça comme ça, c'est venu, il l'a fait. Mais l'assassin, lui, il a des circonstances qui aggravent le meurtre. Par exemple, la préméditation. Je vais en finir avec Madame Chouala, je mets tout ce que je peux mettre à mon niveau pour arriver à mes fins. Ou bien l'empoisonnement. J'empoisonne une personne, ce n'est pas un hasard. C'est un acte prémédité. C'est un acte prémédité. Et je dirais que sur le plan purement légal, le code pénal a répondu à cette question. À son article 75 qui dit que ni l'ignorance de la loi ou le mobile n'influe pas sur la responsabilité pénale. Donc vous ne pouvez pas dire que pour telle raison, pour tel mobile, j'ai tué tel. Sur le plan légal, vous n'avez pas de raison. Mais en même temps, on vient diluer quand même sur les circonstances qui ont conduit au crime. Dans les articles 90 à 92 de notre code pénal, sur les circonstances atténuantes. Et c'est sur ça que généralement le juge joue. Par exemple, une personne, vous trouvez brutalement votre épouse avec quelqu'un sur votre lit et immédiatement, comme il a dit, nous sommes tous incontrôlables. Personne n'est à l'abri d'un crime passionnel. Personne. Parce que lorsque vous avez un amour poussé, que ce soit pour une chose, comme il a dit... Personne n'est à l'abri d'un crime passionnel, donc c'est pour ça peut arriver. C'est pour cette raison-là qu'on devait trouver des circonstances atténuantes, comme vous avez dit tout à l'heure. On parle quand même de meurtre, là, on parle de crime. Hein. Oui, tout à fait. Ôter la vie à quelqu'un d'autre. Tout à fait, ça peut arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des études bien poussées sur la maîtrise de soi. Quand vous êtes, par exemple, dans les arts martiaux, on vous dit de vous maîtriser. C'est-à-dire qu'on vous apprend comment maîtriser vos pulsions intérieures. Parce que vous risquez, si vous ne les maîtrisez pas, à un moment donné, vous pouvez exploser. Moi, je vous prends un cas bien simple. Vous vous retrouvez dans une circulation, un persécuteur vous insulte, mais vous pouvez exploser en pleine route parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Si vous n'avez pas une maîtrise très parfaite, devant certaines situations, vous agissez comme si vous n'avez jamais été à l'école. Et c'est ça les pulsions internes qui peuvent arriver dans le cadre des relations. Encore que là, c'est extrêmement dangereux parce qu'il s'agit d'une intimité profonde où la personne ne vous connaît pas seulement en tant que maître Bondier ou en tant que journaliste. La personne vous connaît dans tous autres aspects.
vous drainez avec vous des secrets de cette personne. Bref, vous drainez cette personne avec vous. Et donc la trahison ici, c'est un peu comme l'échec de la personne elle-même, qui se dit, si on m'a trahi jusqu'à ce niveau, ma vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. On a eu un cas ici où un commissaire s'est tué après avoir assassiné son ami, bien que marié, donc qui a laissé une épouse avec des enfants, et qui est allé parce qu'il a trouvé son ami avec une autre personne, l'a abattu avec son arme et s'est tué. Alors, c'est des actes qui ne s'expliquent pas. De prime abord, on se dit, mais un commissaire, il a tous les moyens pour vivre. Il a une épouse, il a des enfants. Comment il va se tuer pour une fille enfin, entre guillemets, je voudrais une maîtresse. Une maîtresse. On peut appeler ça comme ça, oui. Mais effectivement, on oublie l'aspect intérieur qui nous guide. C'est cette pulsion que nous ne maîtrisons pas toujours et qui peut être positif, on l'a dit tout à l'heure, dans les actions que nous posons tous les jours, dans l'évolution même de l'humanité, mais qui peut être négative quand nous débordons au niveau des actes que nous posons. Voilà. Okay. Madame Chola, ok, d'accord. Si vous permettez, pour rentrer dans la question que vous avez posée tout à l'heure aux deux autres panélistes, celle qui concerne effectivement dans quelles circonstances. Je voudrais relever ici quand même qu'il y a des études qui ont été faites et on se rend bien compte qu'il y a une asymétrie pour les différents auteurs des crimes passionnels, notamment les hommes par rapport aux femmes. Les hommes, on réalise effectivement qu'ils sont à 78% de meurtre, c'est-à-dire que les cas de meurtre, on attribue à 78% les hommes auteurs et à 22% les femmes auteurs. Alors, ça s'explique par quoi? Dans quelles circonstances, en fait, on peut arriver à donner ce pourcentage aux hommes? C'est dû au fait que, effectivement, l'homme arrive à commettre ces meurtres, effectivement, parce que il va dans l'esprit de je m'approprie de cette personne-là, c'est ma chose. Voilà, et donc il y a la jalousie qui est mise en avant, mais il y a aussi cette appropriation de la personne. Par contre, chez la femme, c'est autre chose. La femme, en fait, quand elle élimine, c'est pour mettre fin à cet étouffement, à cet accaparement. En fait, des fois, c'est pour se protéger elle-même. À cet accaparement, voilà, et de se protéger finalement. Donc, la différence entre les hommes et les femmes est très très bien établie. C'est-à-dire que finalement, l'homme... En fait, l'homme tue par jalousie. Par jalousie et pour s'approprier finalement, même si c'est ambigu dans l'esprit pour pouvoir comprendre, mais la femme pour se protéger, c'est-à-dire pour éliminer. Des fois aussi, c'est des cas concernant toujours la femme, c'est des cas de légitime défense. C'est pour dire que les raisons ne sont pas les mêmes. Bon, c'est vrai qu'on ne pourrait pas justifier un tel acte dans tous les cas, parce que on ne pourrait pas le justifier. Mais si on se penche un peu sur les statistiques, là, monsieur Monzier, si on se penche sur les statistiques, on va quand même dire que les femmes tuent, commettent le meurtre pour des raisons un peu plus quand même logiques que les hommes. Justement, il s'agit quand même de on ne pourra pas parler de logique. C'est un peu comme on dit souvent que les femmes sont plus violentées que les hommes. C'est le même cas. Vous savez, la femme est beaucoup plus fine, même dans les actions qu'elle pose, que l'homme. L'homme, de par le fait qu'il se sent beaucoup plus musclé, beaucoup plus ayant plus de pouvoir, il agit souvent au vu et au su de tout le monde. Les femmes sont raffinées dans leurs actions. Ce qui fait de telle sorte que c'est toujours difficile de démontrer que les femmes ont commis des crimes. Moi, dans beaucoup de procès, dans certains procès, on a eu à découvrir qu'effectivement, il y avait eu meurtre. Parce que des femmes qui ont longuement vécu, un cas que j'ai connu, longuement vécu, elles se sont connues à 9 ans. Au moment du procès, elles étaient dans des cinquantaines, donc qui étaient des amis de longue date, mais qui se sont brouillés dans une association et se sont retrouvés face à face. Alors, dans les énormités qu'elles sortaient, des grandes femmes, avec des postes insoupçonnés, dans les énormités qu'elles sortaient, et il y a une qui disait que vous voulez que je déballe même les meurtres qui sont arrivés au cours de votre vie, et l'autre de répondre, vous savez que vous avez utilisé les souris pourries pour chercher les enfants, c'est pas venu. Donc, vous imaginez un peu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des malheureux qui sont décédés sans savoir qu'on ne sache pourquoi ils sont morts. Et ça ramène à dire, comme on le faisait dans un débat ici, que les hommes, le plus souvent, ils font des choses visibles, mais des femmes, par honte, ne disent toujours pas ce qu'elles font. Elles nous tuent littéralement sur le lit en nous étouffant, dans la nourriture, des empoisonnements, et même
Et même par ignorance, c'est-à-dire qu'on est allé voir Alamimboui quelque part pour que ça rende la passion encore beaucoup plus passionnée, comme il l'indiquait. Et Alamimboui a donné une cuillère, on a mis 5 cuillères, etc. Je voudrais tout simplement dire que, effectivement, pour embrancher dans son système, il faut faire la différence entre les hommes et les femmes sur les causes. C'est-à-dire parce qu'il y a quand même des causes de cela. Pour les hommes, parfois, comme on l'a dit, c'est l'accaparement, c'est la jalousie, c'est le refus de la rupture. C'est-à-dire que l'homme ne veut pas que tu partes. Je ne veux pas vous perdre parce que je ne pourrai pas vivre sans vous. Et généralement, pour la femme, c'est un moyen pour se débarrasser de vous. C'est-à-dire que comme vous êtes tellement sur moi, je vais donc vous tuer parce que c'est le seul moyen pour moi de me libérer. D'avoir la paix. Indépendant. Et on dit toujours que l'homme, lui, il tue son épouse parce qu'il l'aime, parce qu'il veut être avec elle. Et la femme tue son conjoint parce qu'elle veut se débarrasser de ce conjoint. Donc c'est là la dichotomie entre les deux personnes. Et on a également remarqué, Audrey, que l'homme passe à l'acte très souvent quand il y a une séparation, pas pendant qu'ils sont en cohabitation. Pourtant, la femme passe à l'acte pendant qu'on est en cohabitation. Pendant qu'ils sont en couple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une asymétrie assez notable dans le registre des meurtres passionnels. Alors, voilà. Ce que je voulais savoir, oui, Didier, comment? Sans justifier également, c'est très compliqué le sujet. Mais il faut que je reste dans mon rôle. Et sans je me fais des amis. Hein. Et sans justifier, je voudrais dire autre chose, c'est que très souvent, le crime passionnel intervient dans ce que les spécialistes appellent le triangle amoureux. C'est-à-dire quoi? Maître Bondier en a parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé? D'accord, dans le triangle amoureux, parce qu'il y en a toujours un qui est celui qui se sent lésé dans une relation et du coup, qui décide d'en découdre. Donc, heureusement, il en a parlé. Ça m'apprendra. Vous n'étiez pas là. Voilà. C'est pour ça que la prochaine fois, il faudra plus arriver en retard. Hein. Alors, celui ou celle qui passe à l'acte n'est pas au préalable une personne instable sur le plan mental. Est-ce que le fait de commettre un tel acte vient vraiment d'un sentiment d'amour? Alors, la parole à qui veut la prendre? Oui, madame Chouala. D'accord. En fait, d'après des études qui ont été faites, on assimile. Même si, voilà, il y a des cas de figure quand même qui doivent limiter cette assertion, c'est que les personnes qui passent à l'acte sont des personnes qui ont été dans leur enfance, finalement, pas très aimées ou alors vraiment en manque d'affection. Bon, maintenant, quand on a été, entre guillemets, équilibré dans l'éducation pendant qu'on est enfant, du coup, on a quand même il y a quand même lieu de se demander si, effectivement, ces approches-là, ce sont des approches valides pour tout le monde. Mais bon, on assimile quand même au fait qu'il y a eu un manque d'affection dans l'enfance et qui se matérialise donc finalement quand on est adulte. Donc généralement c'est les personnes qui ne sont pas très équilibrées, c'est ce que vous Alors en fait, équilibrées, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais qui ont eu un manque d'affection. Maintenant c'est avec toute proportion gardée. Moi je dis oui et non. Oui et non. D'abord oui, déséquilibré parce que vous savez dans la vie, lorsque vous n'avez des visions que sur un objet ou une personne, vous êtes déséquilibré quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un disait, je crois, Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire il suffit que là où vous avez mis toute votre vision, toute votre attention, quelqu'un vienne l'appréhender ou que ça disparaisse pour que vous-même, vous ne soyez plus un vivant. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment déséquilibré. Mais non parce qu'on pose cet acte, parce qu'on peut aussi refuser de l'opposer. Si on est suffisamment maîtrisé, si on a la maîtrise de soi. Il y a des gens qui trouvent leur épouse en plein et bas sur un lit et il ressort et s'en va. Oui, sans faire de Mais il faut avoir une maîtrise tellement forte, tellement grande pour pouvoir maîtriser les impulsions à ce moment. Parce que tu vas te considérer comme lâche, comme un incapable, comme un abusé. La honte va vous poursuivre et il faut accepter ça à l'immédiat parce qu'à l'instant, il faut réfléchir à une vitesse supersonique. Puisque le crime arrive en une fraction de seconde. C'est un peu comme la conduite automobile. Il suffit d'une seconde d'inattention et vous êtes en plein décor. Donc à ce moment-là, si vous n'avez pas une maîtrise raisonnable et raisonnée, vous tombez facilement sur le crime. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est déséquilibré, c'est vrai. Parce qu'il faut diversifier ces champs d'action, mais en même temps, c'est équilibré parce qu'au moment où vous posez le crime, vous n'êtes pas obligé de l'opposer si vous avez suffisamment de maîtrise de soi.
D'accord. DJ, comment vous voulez intervenir? Est-ce qu'un tel acte vient d'un vrai sentiment amoureux? Oui, par certains égards. Oui, par certains égards, parce que quand on aime, on a envie de l'exprimer, je pense. Et puis, il va de soi que si on s'est senti blessé, qu'on réagisse. Abusé. Voilà, abusé, trompé, déçu, qu'on le fasse savoir. Sans pour autant mettre... je suis d'accord. Sans pour autant commettre le crime. Je suis d'accord, mais c'est... Dites-le, faut le dire. Cela dépend maintenant de la capacité de chacun à s'élever, à transcender le choc auquel il fait face. En ce qui me concerne, parce que je me sais assez sanguin, j'imagine que, sans aller jusqu'à commettre le meurtre, j'imagine que je n'irai pas faire comme ce monsieur qui verrait sa femme dans son propre lit avec son amant et irait s'asseoir au salon et s'offrirait... Ah non, je ne pense pas que j'irai jusque-là. Au moins, je demanderai des explications. Et je souhaite que les explications n'aillent pas jusqu'à... J'espère que ce sera des explications demandées dans le local. Je ferai l'effort de demander les explications dans le local. Oui, tout simplement. Vous n'allez pas quand même aller jusqu'à tuer. Vous ne pouvez pas le faire. Oui, je préfère ne pas dire que je ne passerai pas une distribution automatique. D'un coup de poing. Quelques coups de poing. Ben, quelqu'un peut mourir pour un seul coup de poing. Je suis d'accord, voilà. Mais je m'arrangerai à ce que ça n'arrive pas. Et si ça devait arriver, je préfère le dire tout de suite. Vous allez donner des coups de poing en faisant attention. Voilà, et en étant pour moi... J'espère que vous savez où on peut donner des coups de poing sans tuer. Oui, bien sûr. Non, il y a des points vitaux. Il y a des points vitaux. Et puis, à ce moment-là... Voilà, et pour redevenir sérieux vis-à-vis de moi-même, je dirais que oui, c'est très compliqué. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours contextualiser. C'est-à-dire que si un homme, comme l'a dit Maître tout à l'heure, venait à surprendre sa femme dans son lit conjugal avec un amant, mais écoutez, je crois quand même qu'il faut qu'on puisse évoluer dans le sens de lui reconnaître qu'il ne leur faut pas boire. C'est-à-dire il faut quand même qu'il manifeste son désarroi, son mécontentement. Et d'une façon, puisque on m'a souvent dit que je m'ouvrais beaucoup à l'Occident, et d'une façon à peu près africaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse savoir qu'il est fâché. Et chez nous, quand on est fâché, ce n'est pas directement un partage de verre. Donc, mais on a eu ce cas-là, je ne voudrais pas... On a eu ce cas-là, le cas du commandant Banqui, que tout le monde a connu ici. Voilà. Tout puissant avec les armes, donc, et dans le camp, il pouvait utiliser les moyens qui étaient les siens, notamment appeler les autres gendarmes, maîtriser ce monsieur. Mais dans l'impulsion, il a utilisé les armes. Enfin, je ne connais pas bien le dossier, je ne voudrais pas y entrer comme si... Mais je voudrais dire qu'on est là en plein dans un crime passionnel. Parce qu'effectivement, voilà, monsieur... Et là, ce n'est pas la femme ou encore le mari qui a été tué, c'est la par rapport à celui-là même, qui l'a tué, c'était un maigrichon. C'est-à-dire que même avec les mains, il pouvait bien lui donner quelques coups de poing, mais il a été débordé par la passion. Vous savez, quand vous avez même un stade supérieur aux autres, vous estimez que c'est un échec même pour vous. Qu'un cancréla, entre guillemets, un cancréla puisse vous défier jusqu'à ce niveau. Vous perdez même les pédales. Non mais maître, est-ce que ce n'est pas justement du fait que ce soit ce cancréla, appelons-le comme ça, qui vient vous défier, est-ce que ce n'est pas ça qui peut justifier justement que vous sortiez définitivement de justement, je suis d'accord, parce qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais attends, c'est le ciel qui tombe sur ma tête ou quoi. Tout le monde pouvait me faire ça, pas celui-ci. Et en même temps, vous vous dites, il faut à ce moment-là une punition extrême pour que cela ne se passe plus. Or, vous avez un être fragile devant vous qui, pour un seul coup de poing, il peut rendre l'âme. Parce que dans l'énervement, vous cherchez à l'atteindre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les coups de poing n'ont plus de... visent même les points vitaux. Parce que vous vous dites, si je lui donne un coup de poing, peut-être sur le pied, il ne sentira rien. Il faut que ce soit au niveau du cœur, par exemple, pour que ça bouge un peu à l'intérieur. Or, vous êtes en train de le tuer parce que la rage qui vous anime met en vous une force inébranlable qui vous rend plus taureau qu'un être humain. Et je voudrais, peut-être par analogie, dire ça comme ça, parce que l'avantage, c'est que pendant qu'on est en train d'en parler, beaucoup se reconnaissent là-dedans. Je voudrais, le moi et Issa, je ne vais pas parler de moi, mais quand même, je voudrais dire que je me souviens quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que quand j'avais l'impression que ma petite amie, par exemple, j'aime les femmes, ma petite amie, par exemple, se faisait courtiser. J'espère que votre épouse connaît ces histoires-là. Ça peut créer des problèmes. Je veux croire que oui. Tant que ça fait partie du passé, il n'y a pas de problème. Je veux croire que oui. Alors, lorsque je me rendais compte que c'était quelqu'un de plus capé que moi,
qui était après ma petite amie, je me sentais plutôt valorisé. C'est-à-dire que j'étais, pas que j'étais heureux, oui, je ne criais pas ma joie, mais je sentais quand même que j'étais quelqu'un, voilà, j'étais à la hauteur. C'est-à-dire, si Maître Mbondi, alors que je suis élève ou jeune étudiant, un an après moi par rapport à ma petite amie, s'il me fait des menaces parce qu'il veut prendre ma petite amie, alors je lui tiens tête parce que c'est quand même Maître Mbondi, ce n'est pas n'importe qui. Mais si le monsieur lambda qui arrive de je ne sais d'où se mettait à même pas seulement à cotiser, mais à se balader bras dessus, dessous. Surtout qu'ils sont plus pratiques. Hein. Voilà, ils sont plus pas théoriques. Il y a des gens comme ça qui sont plus pratiques. Donc, à ce moment, ça devient très compliqué. Donc, j'essaie simplement d'embrayer pour dire que effectivement, c'est quand on se sent blessé d'une certaine façon, diminué, qu'on en arrive quelquefois à poser un acte. Vous avez vu les cas de ces personnes qui socialement ne sont pas les plus élevées, qui ont payé des études à des filles, par exemple. On vous parle d'un tailleur. On a eu le cas à l'université à l'époque, en 88. Les exemples sont c'est ce tailleur qui avait brûlé la fille dans une mini-cité. Parce que socialement il n'est pas le plus élevé, mais il fait l'effort de se mettre au niveau des autres en payant des études à une fille ou alors en lui attribuant plein de cadeaux. En fait, pour prendre ce cas, il s'est projeté à travers la fille. C'est-à-dire que ce que lui n'a pas pu faire, il s'est dit, je vais le faire à travers cette femme avec qui je vais vivre. Et comme on dit que vous formez un seul corps, c'est une femme qui va faire bien. Or, au moment où le fruit est là et qu'il faut consommer le fruit, c'est avec une autre personne qu'on va consommer. Alors, à ce moment-là, ça pète les plombs. Oui, on perd la tête, mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison pour arriver jusqu'à tuer. Vous n'avez pas peur de dire les choses comme elles sont. Vous n'allez pas justifier quand même. Non, je ne justifie pas. Je ne veux pas légitimer, mais j'essaye de comprendre. Vous serez à la place... Bon, faisons un dessin aux téléspectateurs. Vous m'offrez tout ce que je veux, vous me logez, vous me donnez une voiture. Bref, vous me mettez au petit soin, Audrey. Je suis votre petite amie ou je vous annonce que j'accepte d'être votre fiancé. Et puis vous arrivez un jour, vous trouvez votre... Des années durant. Des années durant, vous le faites. Et puis un jour, vous trouvez une amie à vous comme ça. Et vous l'insultez même, pauvre tailleur. Alors moi, comment je vais réagir? Je serai en colère, mais je ne vais pas aller jusqu'à... Vous avez parlé tout à l'heure de maîtrise, non? Maître Mbondi a parlé de maîtrise. Il faut se maîtriser, peu importe. Quels qu'en soient les cas, il faut toujours avoir cette maîtrise-là pour ne pas justement arriver au pire. Alors, Maître Mbondi, le crime passionnel est puni par la loi camerounaise ou pas? Mais attends, qui dit crime? Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le crime passionnel, c'est quoi? C'est un meurtre qui a pour mobile la passion. Quelles sont les sanctions? Non, le meurtre de l'assassin, le meurtre, c'est le 275. Le 275, toute personne qui ôte la vie à autrui. On a dit que c'est aggravé par l'assassinat, préméditation ou empoisonnement. Là-bas, c'est difficile justement de faire échapper quelqu'un, de dire que c'est un crime passionnel. Parce que lorsque vous préméditez, vous prenez quand même du temps. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter votre acte à un moment donné. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est que vous avez décidé d'en finir. Par contre, celui qui, dans un coup, donne un coup de poing, par exemple, à son rival trouvé sur les lieux et qui meurt, on comprendra que sur le coup, il était un peu ébranlé, etc. Alors, l'article 115 dit le mobile n'influe pas sur la responsabilité pénale. Donc, vous êtes déjà punissable. Mais seulement, en contrepartie, il y a les circonstances atténuantes qui sont laissées à la souveraineté du juge qui est par devant vous. Mais est-ce qu'on devrait, excusez-moi de vous couper, est-ce qu'on devrait parler de circonstances atténuantes pour un crime? C'est protéger en quelque sorte les auteurs. Hein? Non, c'est pas protéger. Vous savez, il y a vol et vol. Il y a meurtre et meurtre. Il y a vol et vol, ça veut dire quoi? Il y a des raisons qui peuvent vous pousser au vol. Quand on vous juge, on tient compte des circonstances dans lesquelles s'est déroulée telle infraction. Et c'est à partir de là, en vertu aussi de votre passé criminel ou de votre statut, on parle souvent des délinquants primaires ou des récidivistes, en fonction de ce que vous avez fait, le juge tiendra compte de tout ça. Si vous pouvez être resocialisé, si et si et si et si. Donc les circonstances permettent de moduler la peine en fonction de l'individu qu'on a devant soi. Parce que s'il n'y avait pas ces circonstances atténuantes, alors on n'aurait même plus besoin de juge. Ce serait automatique. Imaginez un seul instant quelqu'un qui a volé un œuf. Et par réfraction, c'est-à-dire il a cassé la porte de votre cuisine, il a volé un œuf. Et un autre qui a volé peut-être, disons, un bœuf ou bien des choses beaucoup plus valorables. Si on devait appliquer la loi, je crois que ce serait inexact de donner 10 ans
à quelqu'un qui a volé un œuf et de donner 10 ans à quelqu'un qui a volé plus que ça. Donc le juge tient compte de tous ces éléments, ces paramètres. C'est pour ça que la passion, le crime passionnel ici, vous serez condamné, ça vous en êtes certain. C'est-à-dire que vous êtes d'abord reconnu coupable du meurtre que vous avez commis, mais le juge viendra pour dire, ok, il a quand même été d'une certaine manière provoqué, d'une certaine manière il était hors de lui-même, du fait même de la victime. C'est-à-dire que la victime a participé. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les banquiers et autres ont profité de ces circonstances atténuantes pour bénéficier des mesures beaucoup plus clémentes. Vous avez parlé de provocation. Hein. On note quand même que la notion de provocation féminine est présente dans tous les crimes. Qu'il s'agit de viol ou encore autre chose. Mais bien sûr. On va dire non, c'est la fille violée qui a provoqué le violeur peut-être par son habillement. C'est la fille qui a provoqué son père qui a commis il faut tenir compte de tout ça, Audrey. Dans la société, il y a des éléments... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne les femmes, il y a toujours cette notion de provocation-là qui, non, il n'y a pas que les femmes. Qui revient tout le temps. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que c'est les femmes qui se plaignent le plus. Mais il y a des hommes violés. Et qui ne parlent pas. Parce qu'un homme qui est violé, qui en parle vraiment, c'est que celui a été touché. Vous violez un homme, bon, après il s'essuie, et il va partir. Mais une femme qui a été violée, ça a des conséquences même sur le plan physiologique. C'est-à-dire qu'elle est traumatisée d'abord psychologiquement. Et physiologiquement, si c'est une petite fille, vous l'avez détruite d'une certaine manière. On n'est même plus sûr que son appareil est encore dans les formes. Bon, je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Oui, ce n'est même pas le débat, donc c'était une parenthèse. Voilà. Y a-t-il des profils types des personnes pouvant commettre de tels actes? Alors, Audrey, j'ai envie de répondre à ta question, mais surtout, si tu permets que j'aille un peu... On va revenir un peu en arrière. D'accord, allez-y. Juste un peu. D'accord. Parce qu'ils ont beaucoup échangé, mais je n'ai pas eu l'occasion de dire quelque chose. Allez-y. Voilà, alors... Voilà, donc tout à l'heure, monsieur a donné les explications autour d'un scénario, finalement, qui voudrait que si on trouve une femme dans le lit conjugal avec son amant, c'est les coups de poing et avec tout ce que ça comporte. Je dirais que, en fait, si vous voulez, on comprendrait que cette personne est dans l'esprit de la passion, dont en fait la raison n'est pas mise en avant. Du coup, ça me permet quand même de revenir sur le concept de l'amour. Parce que l'amour, c'est tout ce qui ne va pas vers la violence. Au contraire, l'amour, c'est tout ce qui protège, qui embellit, qui donne tous les honneurs. Alors, donc, en fait, ça revient sur l'aspect que vous avez expliqué tout à l'heure de la maîtrise. Et moi, je suis une adepte, effectivement, du développement de l'être humain. Alors, cette maîtrise, oui, le développement de soi, le développement personnel. Cette maîtrise, effectivement, ne vient pas comme ça tout de suite, parce qu'on est des humains. On a des sentiments et on a envie de matérialiser ces sentiments. C'est normal, on est dans un état d'esprit où, évidemment, on a envie de se venger. Sauf que la vengeance, ce n'est pas une preuve d'amour pour la personne aimée. Parce qu'entre deux coups de poing, ça peut arriver effectivement sur la personne aimée, alors qu'en fait, on visait la personne voleuse, entre guillemets. Voilà, donc, en fait, moi, ça me permet d'arriver à me dire que le profil, justement, des personnes qui arrivent à commettre ces actes-là, il n'y a pas un profil type, entre guillemets. Le profil de la personne, c'est monsieur n'importe qui, mais qui se laisse emporter par la passion. C'est-à-dire que l'amour n'est pas canalisé, parce qu'un amour classique ne met pas en avant les passions. Parce que la passion ne dure pas longtemps. La passion est éphémère. Dans la durée, elle n'est pas conséquente par rapport à un amour qui voudrait être un amour classique, entre guillemets. Donc, en fait, c'est monsieur Didier, c'est maître Bondier, c'est n'importe qui, ça peut être n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas l'apanage des personnes au profil narcissique, par exemple? Je voudrais dire, Audrey, je voudrais dire que il y a quand même un prototype de criminel. L'Italien Lombroso, après une étude beaucoup plus approfondie sur les cadavres et sur les criminels, a quand même déterminé certains aspects visibles du criminel. Il parlait des gros yeux. Criminel de l'amour passionnel? Ben, on y arrive, parce qu'un criminel, c'est un criminel. D'accord. Oui, sur le plan passionnel, on peut aussi avoir un type de criminel. Vous savez, il y a des préalables qui prédisposent au crime. Lorsque vous êtes dans une relation où vous avez une personne narcissique, par exemple, toujours prêt à vous rappeler
que ne vous amusez pas, je peux vous tuer si je vous vois avec telle personne. C'est des prédispositions. Des personnes extrêmement jeunes. Il y a des actes qui prédisposent. Par exemple, des bastonnades extrêmes. C'est-à-dire que pour une petite erreur, vous êtes bastonné comme si vous avez tué vos propres enfants. En fait, des personnes violentes déjà. Des personnes violentes. Il y a des actes qui prédisposent. Et pour les victimes, les futures victimes, parfois la société est sourde à leurs cris. Quelqu'un qui vous dit « je suis tout le temps menacé », en parle à sa famille, parfois même fait des plaintes. C'est-à-dire que fait des plaintes pour dire « vraiment, je ne m'en sors pas ». Nous sommes peut-être mieux positionnés parce que je les reçois pratiquement tous les jours. Des femmes qui viennent, qui disent vraiment dans mon foyer, ça ne va pas. On me tape tous les jours, moi je veux sortir de là. Parfois, on les encourage à y rester parce que le principe n'est pas de faire sortir les femmes des foyers avec des enfants. Mais c'est déjà des cris, des signes avant-coureurs. C'est des signes, hein. Parfois, ce que je leur indique, c'est qu'elles-mêmes, parfois, ne nous disent pas tout. Elles vous disent ce qui ne les arrange pas. Parfois, elles sont en train de fuguer ailleurs et que le monsieur a déjà découvert la stratégie. Il faut maintenant sortir de ces bourbiers. Elle ne vous dira pas l'autre aspect, comme on a parlé du triangle amoureux. Or, c'est cet aspect-là qui peut résoudre son problème. Donc, il y a ces signes-là qui font de telle sorte que nous sommes parfois sourds pour les victimes qui crient à longueur de journée, viennent vous dire que quand vous voyez là, je suis menacé chez moi, vraiment, je ne peux pas m'en sortir. Est-ce que vous ne pouvez pas? On dit non, ça va aller, ça va aller. Et un jour, paf, on se retrouve devant le crime. On a des gens qui agissent. Vous arrivez dans un couple, vous trouvez que ce monsieur-là se fâche pour tout, pour rien. Il retrouve la femme en pleine route, il bastonne, déchire les habits, prêt à faire n'importe quoi. C'est des signes. Et à ce moment-là... Et c'est des signes qui devraient aussi nous alerter. En fait. Tout à fait, c'est des signes, c'est pour alerter. Parce qu'on se lève un bon matin pour tuer son mari ou sa femme. J'ai quand même envie de dire que c'est davantage plus intéressant quand quelqu'un s'exprime comme ça. Oui. Quand elle vous dit, si tu fais ci, tu verras, je vais te cogner dessus ou alors je vais te tuer. Oui. Ça alerte. Oui. C'est-à-dire que la victime, en fait, a la mesure quand même des actes que voilà, la personne peut causer. Sauf que dans les cas où ça s'est vu, la victime qui avait été ainsi alertée n'a pas pris des dispositions. Tout à fait. Maintenant, c'est la responsabilité de la victime de pouvoir on simplifie les actes. C'est-à-dire que, vous savez, les hommes d'un certain type avertissent toujours avant d'agir. Ils avertissent. Donc, il faudrait faire attention à la personne qui nous dit tout le temps, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Oui, il y a des signes. Il vous le dit. Et comme il indiquait tout à l'heure, on a pris peut-être le cas des cafards ou des cancrelats avec ceux qui étaient... Mais il y a d'autres cas. Lorsque quelqu'un vous dit, je ne veux pas que vous fassiez tel acte, vous dites, ah, vous qui? Et surtout aujourd'hui, avec le contexte des dépendances et des libertés. Et il faut insister là-dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation amoureuse, mariée ou amant, il faut faire attention. Parce que vous ne vivez plus votre liberté, vous vivez une liberté attachée à la liberté d'une autre personne. Et donc, les actes que vous pouvez poser peuvent amener l'autre personne à réfléchir autrement. Je vous ai dit que vous, Audrey, vous aimez aller, par exemple, en boîte de nuit. Moi, je n'aime pas vous voir en boîte de nuit parce que d'autres hommes vous apprécient là-bas. Moi, ça me fait mal. Je dois être le seul à vous apprécier. Vous dites que, ah, monsieur-là est bavard, ça fait quoi? Vous prenez tout le temps, vos pieds, vous êtes en boîte. La tête commence à réfléchir. Le travail que l'on demande, oui. C'est mon avis, hein. Tout à fait. Le travail que l'on demande à l'autre de faire, on pourrait également se l'imposer. Tout à fait. C'est-à-dire en se disant que, voilà, vous avez pris l'exemple d'Audrey, si vous n'aimez pas qu'elle est en boîte, étant entendu que vous êtes son mari, tout à fait. Eh bien, il faudrait également que vous puissiez vous dire, puisqu'elle aime aller en boîte, allons-y. Ben allons-y. Ou alors je fais l'effort de l'intégrer. Parce que si on ne veut être qu'égoïste avant d'être altruiste à tout va, ça devient très dangereux. Parce qu'il faut toujours se dire. C'est là où on a chuté. Voilà. Que le plus souvent, le crime passionnel, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on n'accepte pas la discussion. On n'accepte pas d'arranger ensemble. On veut vivre soi à travers l'autre. Et à partir de cet instant, on ne compose plus. Qu'est-ce qui arriverait pour elle? Au lieu de dire, ah, elle comprendra qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Et il faudrait donc à son niveau, pas toujours qu'elle se replie à ce que tu dis, mais trouver des mécanismes pour te faire réfléchir. Parce qu'en simplifiant, on venait sur la victime qui était elle-même responsable de ce qui lui arrivait. En simplifiant, un jour, elle peut rentrer, c'est la machette qui prend son cours. C'est ce que je voulais démontrer par là. Mais même, en fait, je vais quand même insister sur le fait que l'idéal, c'est qu'il annonce quand même les couleurs. Parce que les cas de figure où on a l'impression d'avoir quelqu'un de sain,
quelqu'un qui ne parle pas, mais qui justement se trouve devant la situation décrite tout à l'heure par le panéliste. Mais on est surpris de la réaction, en fait. On est surpris de la réaction et on est davantage subjugué. Et même les personnes autour ne comprendraient pas comment cette personne serait arrivée jusqu'au meurtre. Parce qu'effectivement, rien ne pouvait présager. Il n'y a aucun indice, aucun signe prémonitoire qui aurait pu alerter dans ce sens. Donc je pense que l'idéal encore, c'est d'en parler quand même. Et de se dire, mais fais attention, sinon ci, sinon ça. Au lieu de rester l'homme le plus gentil du monde et de procéder après par un meurtre, quoi. Mais à défaut, à défaut de parler, je crois quand même que lorsqu'on s'engage dans une relation qui va jusqu'à ce qu'on puisse commettre un crime passionnel, ça veut dire qu'au moins on se connaît. Au moins on se fréquente depuis un certain nombre de temps. Il y a dans des relations des non-dits. Je n'ai pas besoin que vous me parliez de vous tout le temps pour savoir, par les gestes, par un regard, on peut se connaître. Donc je crois que ça ne vient pas rendre... je veux dire, j'essaye donc d'apporter simplement un peu d'eau à votre moulin, mais il reste quand même que, de mon point de vue, il faudrait que l'on fasse un sérieux travail de sensibilisation des personnes engagées dans des relations sur les risques encourus au cas où on se comporterait d'une certaine façon. Parce que, je vous le dis, nous sommes au Cameroun, je ne vais plus prendre des exemples d'ailleurs, je vais rester au Cameroun. On se rend compte, oui, je reste au Cameroun. On se rend compte que la facilité a été érigée en mode de vie chez nous au Cameroun. On voit des jeunes filles qui... voilà, la simplicité, la facilité, libertinage. On voit des jeunes filles qui veulent avoir tout de suite et maintenant. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées d'avoir plus d'un amant. Et il se trouve donc... Des jeunes garçons. Des jeunes garçons. Les gigolos. Mais on parle en règle générale. Moi, je reste dans les généralités, la logique. La logique voudrait que ce soit beaucoup plus... Je ne suis pas d'accord. Bon, je vais dire... On va partir sur la base des jeunes, entre guillemets. Bon, ok, on va donc partir sur la base de ce qu'il y a des personnes, voilà, chacun met ce qu'il veut, le sexe qu'il veut là-dedans. Il y a des personnes qui aiment la facilité, et puis il faut se dire que quand on aime la facilité, on doit pouvoir en assumer les conséquences. Les conséquences peuvent être que les personnes qui nous rendent la vie facile ne soient pas d'accord pour nous partager. Et puis à un moment donc arrive ce qui devait arriver. Et qu'on arrête de s'étonner simplement au moment où ça arrive parce qu'on avait préparé l'acte soi-même en amont. Moi je voudrais... Oui. Oui, maître. On allait lire des messages d'abord, mais avant... Oui, moi j'allais plus loin pour approfondir l'idée qu'il a évoquée là tout à l'heure. Vous savez, la liberté rime avec responsabilité. Vous ne pouvez pas vouloir être libre et être sous les ordres. Et être sous les ordres, parfois, ce n'est pas toujours sur le plan des droits, c'est-à-dire aller et venir, etc. C'est aussi se libérer matériellement. Si vous dépendez d'une personne matériellement, forcément, votre liberté va prendre un coup. Et si vous voulez donc vous détacher, c'est-à-dire qu'en même temps, vous êtes dépendante de ses bienfaits, mais en même temps, vous voulez vous gérer en autonome, vous risquez de subir des contre-chocs. Parce qu'à ce moment, il a le sentiment qu'il a été floué dans une relation. On prend mon bien pour aller... Et même dans une affaire. Dans une affaire. On prend mon bien pour aller nourrir son petit copain. Moi, je paye le loyer. Je paye le loyer. Je paye tout. Mais c'est un petit monsieur qui vient toujours passer la nuit avec elle. Ça peut vous mettre dans un état second de vengeance et on ne contrôle jamais la vengeance. D'où la maîtrise, doit être travaillée. C'est dans la maîtrise. Parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui nous regardent pensent qu'on est en train d'encourager. Hein. Non, on donne les raisons pour lesquelles on peut arriver. Et à eux de tirer donc avantage ou des leçons par rapport à ça. Lorsqu'on dit par exemple qu'il faut, vous voulez la liberté, soyez indépendant, il faudrait que si par exemple une jeune fille, parce qu'on est dans les relations amoureuses, ou bien un gigolo, si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans votre relation, soyez indépendante. Ça veut dire que faites tout pour avoir un emploi qui vous permet de payer les quelques besoins que vous avez pour ne pas entièrement dépendre d'une personne. Parce que quand vous dépendez entièrement d'une personne, la personne a le sentiment de gérer votre vie. Et vous devez vous soumettre pour la personne. C'est sa propriété. Je dépense de l'argent pour vous, madame, vous n'avez pas le droit de me dire que vous ne pouvez pas ceci ou cela. On va lire quelques messages. Alors, Zingangula, cher panéliste, ouais, le consultant, ouais, notre deuxième consultant. Bon, ok, Zingangula, monsieur DJ Kwamo, le libertinage des jeunes filles ou jeunes gigolos à plusieurs amants n'est-il pas l'élément déclencheur d'un crime passionnel à venir?
Oui, c'est bien C'est ce qu'on venait de c'est bien ce qu'on est en rame dans le même sens, c'est bien ce que je dis. Et il revient en disant, la victime du crime passionnel n'est-elle pas à l'origine de ce qui lui arrive? On en a parlé tout à l'heure. C'est fou ce qu'on se rejoint. Pas toujours, mais la plupart des cas. Vous savez, moi j'ai lu un document où un vieux père disait à son petit-fils, mon fils, à chaque fois qu'il t'arrive un malheur, cherchez d'abord la cause en toi-même. Vous pouvez même indirectement être la cause de ce qui vous arrive. Pour arriver ici aujourd'hui, vous avez choisi vous-même d'y arriver. Ouais, si vous faites un accident, quelque part, vous êtes vous-même à l'origine de cet accident. Donc, la victime, qu'on le dise ou pas, d'une certaine manière, est toujours à l'origine de ce qui lui arrive. Du fait de s'être engagé même dans la relation. Du fait même de s'être engagé dans une relation où elle n'a pas pris toutes les dispositions au départ, où elle a vu et a simplifié. Vous savez, les hommes, on dit souvent aux hommes, cette femme-là ne te vaut pas. Hein. Tel qu'on voit son cœur, là, elle peut te faire mal. Dire non, je la maîtrise, c'est rien. Elle ne peut rien. Et un jour, elle vous assassine. Et les gens viennent pleurer quand tout à l'heure, vous parliez par exemple de passion et d'amour. J'ai envie de dire, c'est vrai, les passions sont peut-être éphémères, mais l'amour également de nos jours est de plus en plus éphémère ou de moins en moins durable. Vous parlez même d'éphémère, ça n'existe même pas. C'est pour ça qu'on est dans un tel imbroglio finalement que... On va continuer avec les messages, hein, si vous voulez bien. On va évoluer un peu. La trahison, Mitterrand a bapté. Symphorien envoie ce message. La trahison dans un couple peut conduire à un crime. Ok. Zingangula, cher panéliste, qu'en est-il justement du cas des femmes qui aiment à dire qu'elles ne sont sûres que leur mari les aime que lorsqu'elles sont copieusement battues par leur mari? Ça dépend de quel type de bastonnade. Il y a des bastonnades amoureuses et il y a des bastonnades vraiment pour faire mal. Donc il faut faire une différence entre les deux. Ça ne saurait être dans le sens de faire mal quand même. Ça, c'est dans le sens du jeu amoureux. Du jeu amoureux. Mitterrand a bapté Symphorien. La bastonnade de sa femme ou de son mari n'est pas la preuve d'un amour passionnel pour celui ou celle qui commet l'acte, mais plutôt du non-respect des clauses de la relation du couple. Je voudrais dire un mot là-dessus, en disant que j'étais encore enfant, j'avais à peine 4 ou 5 ans, et je suis allé chez mes oncles, chez mon oncle, il venait de se marier. Et on mangeait à table. Sous la table, j'ai suivi des coups de pied. Des coups de pied sous la table. Et effectivement, après, les deux se sont retrouvés. Les deux se sont retrouvés dans la chambre. J'ai suivi des violents coups de poing à l'intérieur de la chambre. Et moi qui mangeais, je dis, mais attends, comment ces gens-là, ils peuvent m'empêcher de manger carrément, je crois que c'était les torticolis de l'époque. Et j'adorais beaucoup ces gens. Ils m'ont empêché de manger. Je prends dans la course, j'arrive chez moi et je dis à ma maman que, mais, quelle est cette histoire où ton frère est en train, mon oncle est en train de taper sa femme là-bas. Elle me demande comment ça s'est passé, je lui raconte, elle se met à rire. Je n'ai rien compris, c'est aujourd'hui que je comprends ce qui s'est passé. En fait, c'était pas la bastonnade, c'était la passion amoureuse. La bastonnade amoureuse. On va continuer avec les messages. Hein. On a un petit souci avec ces messages aujourd'hui, mais bon. Mitterrand a bapté Symphorien qui revient. La bastonnade de sa femme ou de son mari n'est pas la preuve d'un amour passionnel pour celui ou celle qui commet l'acte, mais plutôt du non-respect des clauses de la relation de couple. La relation du couple. Zingangula encore, Didier Kwamo. Peut-on être considéré comme égoïste lorsqu'on ne veut pas voir sa copine aller en boîte de nuit, ce alors que le milieu des boîtes de nuit ne nous convient pas? C'est une question qui vous pose. Oui, c'est de l'égoïsme, mais il est dans la nature de l'homme d'être d'abord égoïste avant d'être altruiste. On est d'abord égoïste avant d'être altruiste, c'est tout à fait normal. J'ajoute à dire qu'il ne faut pas toujours y voir de l'égoïsme, il y a aussi de la protection. Vous savez, il y a des milieux pour certains hommes qui savent ce qu'ils font. Parce que ce qu'on fait, le bandit n'est pas être volé, le voleur n'est pas être volé, j'allais dire. Quand vous savez que dans des milieux comme les bois de nuit, ce que vous faites là-bas, vous n'aimerez pas une personne que vous aimez aille dans ce milieu. C'est parfois de la protection. Mais ça inclut aussi un peu d'égoïsme parce qu'on y va et on ne voudrait pas que l'autre aussi aille. Voilà. Mais parfois, c'est... Voilà, n'est pas forcément bon de l'autre côté. On va prendre le Vox Pop, hein, on va prendre le Vox Pop et puis on va se retrouver juste après. Le Vox Pop avec le concours de la réalisation. Hein. Si la réalisation est prête, hein, on aura le Vox Pop dans quelques secondes. Oui.
Ok, on va continuer avec les messages. Hein. On aura le Vox Pop dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Alors, Zingangoula encore. Hein. Maître Bondier, cette fois-ci. La jurisprudence en matière criminelle au Cameroun est inégalitaire. Prenons le cas de la condamnation sévère s'agissant de Madame Veuve Marinette Dikoum et la relaxe pour le commandant Bankui. Oui, je voudrais, sans pour autant avoir été un conseil dans ces deux affaires, mais dire quand même qu'il y a une différence très profonde. Nous l'avons d'ailleurs indiqué ici en disant que l'assassinat est différent du meurtre. Avec l'affaire Madame Veuve Dikoum, on a senti qu'il y avait préméditation. C'est-à-dire que c'est une affaire qui était arrangée au départ. Les gens sont arrivés, on a fait dormir ce monsieur, on l'a tué, on a même porté jusqu'à les jeter et on a attaché même sur... Donc tout était toute une organisation. Et le cas du commandant Bankui, c'était une surprise. D'après les faits qu'on nous a contés, il arrive, il trouve, et puis dans le coup, il agit. C'est différent. Donc moi, je ne suis pas étonné que les décisions qui sont rendues. Mais jusque-là, je vous ai indiqué que c'est le juge, souverainement, à partir des circonstances atténuantes, qui fait déclencher tout cela. Et il faut dire que le cas Bankui était seul. Il était le seul individu. Alors que dans le cas de Dikoum, elle était aidée par des sbires qui attendaient ce monsieur à la maison, caché d'ailleurs, pour l'assassinat. C'est des cas qu'il ne faut même pas comparer. Voilà, Mitterrand a adapté, s'informer encore. Le crime qui naît suite à un amour passionnel relève de la trahison. Un autre message, salut, les femmes n'ont jamais de raison ni de logique dans leurs actes. Donc tout ça c'est zéro. C'est Eric de Yaoundé. Ok. Oh, on ne va pas réagir. On accepte comme ça. La femme réfléchit comme tout être humain. No comment. Tous ceux qui commettent ces crimes sont des lâches. Le message n'est pas signé. Je pense qu'il est difficile de répondre par oui ou par non, car c'est au moment où vous faites face à une telle situation que vous trouvez quoi faire. C'est Alex, Maître Bondier Zingangoula. À votre avis, la riposte du commandant Bankui, vraiment, j'ai pas envie de lire ce message parce que vraiment, on n'est pas ici pour parler de l'affaire Bankui. Donc, on va, Zingangoula, je suis désolée, hein, mais on va passer à autre chose, au message suivant. Bonjour à vous les panélistes. Je suis d'accord avec Serge Bondier, Maître Bondier. Laurent Bondier. Laurent Bondier. Okay. Il faut savoir se maîtriser face à une situation inattendue. C'est un docmo depuis Bonapéry. Salut à l'équipe sur le plateau. Moi, j'ai surpris mon mari sur notre lit une semaine après qu'il soit venu demander ma main. Je suis allée les attendre au salon le temps qu'ils finissent. Je n'ai pas fait de scandale parce que je ne voulais pas le perdre. Wow. Aujourd'hui, cela me hante et je me demande comment j'ai pu accepter tout ça. J'aimerais faire la même chose que lui pour tout le mal qu'il m'a fait. C'est qu'une de ces nombreuses tromperies. Voilà. Ben, il faut encourager cette dame à rester saine. Parce que ça, c'est qu'elle a... évident, hein. Non, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'inestimable. C'est une preuve d'amour. Et en voulant faire la vengeance, c'est vous qui voyez vos feuilletons tous les jours. Je jette souvent des coups d'œil. Vous savez, la vengeance ne résout aucun problème. Elle va encore se culpabiliser plus. Et je crois que devant cet acte qu'elle a su maîtriser, son mari reste troublé toute la vie. C'est-à-dire qu'il va toujours se sentir frustré par rapport à cet acte et qu'elle reste saine. Voilà. Je crois qu'elle a l'avantage sur le mari même. Tout à fait. J'ai peur de vous dire qu'il y a des irresponsables primaires. Oui. Il y a des gens qui pourraient n'avoir aucun remords du fait parce que, essayons de comprendre, elle dit c'est une semaine après. Une semaine après le mariage. Et une semaine à peine être marié. Une semaine après qu'il ait demandé seulement. Vous demandez la main d'une femme une semaine après, vous êtes dans votre lit à un tel point qu'elle vous surprend avec... Non, ça veut dire au moins vous ne l'aimez pas. Moi je pense, je vais dire au moins vous ne l'aimez pas parce qu'il y a quand même un temps qu'on peut laisser passer. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, il y a des gens qui disent... Ils ne la respectent pas. Oui, ils ne la respectent pas. Il y a d'autres gens qui disent que pour montrer à la femme qu'on n'est pas à ses ordres, ou qu'elle sache, écoutez un peu, qu'elle sache que nous sommes ce que nous sommes, nous allons le faire. Vous savez, il y a certains, le jour du mariage, ils disparaissent. Hein. Vraiment, entre la mairie et l'église. Oui, ils disparaissent. Il y a d'autres, le jour du mariage, ils se retrouvent avec les petites pendant même la cérémonie. Les maîtresses sont toujours là. Moi, je crois que chaque être humain doit d'abord veiller sur sa dignité propre. C'est-à-dire que je ne fais pas par rapport à l'autre. Je fais par rapport à moi-même. Si lui, il veut se vous voyez, il veut se traiter en animal, on a deux choix. Soit on ne reste plus avec, on évoque les motifs, soit on reste dignement, mais en évitant que cela ne devienne un risque pour qu'on aboutisse au crime passionnel. Je suggérerais de consulter parce que c'est un
je vais dire, c'est à la fois simple et compliqué sans problème. C'est-à-dire qu'elle a consommé la trahison de son mari parce qu'elle l'aimait, ça va de soi, mais après coup, elle se demande comment est-ce qu'elle a pu le faire. Et pourquoi? Parce que son mari a continué. Elle dit ce n'est que l'une de ses multiples tromperies. Donc je crois que c'est une femme digne. Ça dépend aussi de comment ils se sont retrouvés. Voilà, peut-être que ce monsieur était déjà un joueur et un bon joueur. Et elle a validé. Donc il faut collaborer, il faut en discuter. Je crois qu'il faut qu'elle discute avec son mari et qu'elle discute avec d'autres personnes. Mais il ne faut pas qu'elle tombe dans le piège de faire comme lui. Elle ne va jamais le supporter. Vanessa, depuis Bonamoussa dit, c'est très fréquent chez les gendarmes. Il faut vous abstenir, déjà la tension tue. Merci. Bon après-midi à vous en studio. C'est vrai, d'une part, ça justifie le crime et d'autre côté, ça ne justifie rien. Par raison psychologique et émotionnelle, le crime peut être commis de façon involontaire grâce à la claire sentimentale. De l'autre côté, c'est par intérêt financier ou par avidité et cela ne justifie en rien le motif d'amour. Armand et Bende de Douala, Bonabéry. On va lire encore quelques messages rapidement avant de prendre le vox pop. J'espère qu'il est prêt. Salut, est-ce que quand une femme fait espérer alors un homme, ce dernier peut être à l'origine d'un crime passionnel? Comment je lis ce que je vois? Est-ce que quand une femme fait espérer alors un homme, ce dernier peut être à l'origine d'un crime passionnel? Vraiment, il ne faut pas aller jusque-là. On a parlé de médecine ici, il est important de le dire. Non, ce qu'elle dit est d'importance parce que elle voudrait dire, et il a dit c'est perso, il y a quelqu'un qui est à ma trousse, mais je lui dis toujours d'attendre. Sûrement, elle n'est pas d'accord avec ce monsieur-là. Est-ce que ça peut me créer des problèmes un jour? J'ai dit oui. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est-à-dire que quand vous estimez qu'une relation n'est pas bonne, il faut la casser immédiatement. Parce qu'à force de faire espérer, cet homme à un moment donné va se sentir abusé. Peut-être qu'entre-temps, il finance et un jour, il va casser. Quand même, il ne finance pas, maître. Le simple fait de lui donner espoir. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrête. D'accord, on va prendre le vox pop et on se retrouve juste après. Le vox pop. Bon, je dirais que le crime passionnel est parfois causé par l'amour que quelqu'un ressent pour son prochain. Et il fait de cela une passion. La passion vient du verbe souffrir, qui est un mot italien. La souffrance qui permet à un homme de manifester ce qu'il ressent pour une femme. Et de là, je peux tirer que cet amour peut être passionnel et passionnel peut aller dans le sens de crime. Bon, il ne peut pas justifier le crime, mais aussi dans certaines circonstances, je pense que ça peut aussi justifier cela. De telle façon que si on aime passionnellement, on peut poser des actes que nous-mêmes ne sommes pas conscients de cela. Et cela nous pousse à poser beaucoup de dégâts. Quand on aime, on prend la personne comme soi-même. Raison pour laquelle on ne peut pas faire du mal à quelqu'un qu'on aime. C'est la raison pour laquelle moi je dis un amour passionnel ne peut justifier le crime. Déjà, il faudrait déjà qu'on sache déjà de quelle façon peut se comporter le conjoint ou la conjointe avant d'arriver jusqu'au bout. En quelque sorte, c'est ça mon point de vue. Ouais. Un crime est un crime. Pour moi, c'est tout. Hein. Il n'est pas besoin de justifier un crime. Lorsqu'on se dit que tuer, c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Un vol reste un vol. Même si c'est une circonstance qui peut pouvoir justifier, mais un crime est un crime. Donc, disons, il peut y avoir une personne qui aime plus que l'autre. Et il arrive qu'il va commettre des crimes sans toutefois s'en rendre compte que ce qu'il est en train de faire, c'est un crime et puis ça arrive comme ça. Mais toutefois, si les deux personnes s'aiment, ça ne peut pas arriver facilement. Et ça arrive toujours au moment où une personne est trop attachée à l'autre et que l'autre se retire. Et ça lui pousse à avoir des pensées négatives et qui pousse à ce qu'il y ait peut-être des crimes passionnels. Si l'amour passionnel peut justifier le crime, pourquoi je le défile? Parce que tu le fais avec toute l'ardeur de ton corps. Ce n'est pas bon parce que tu ne sais pas que c'est une mauvaise chose que tu fais. C'est après que tu te rends compte que tu as fait une mauvaise chose. Donc le crime pour moi passionnel, ce n'est pas une bonne chose. S'il y a un crime passionnel, c'est parce que peut-être quelqu'un a dû sentir du mal qu'il ne peut pas surmonter. Il voit que peut-être peut-être se tuer, se faire du mal, un peu ça. Oui, il peut tuer son prochain, peut-être l'amour est trop fort. Dans le cas où on parle peut-être des amoureux. Voir que je ne peux pas vivre sans peut-être ma compagne ou bien sans mon ami. De préférence, l'un de nous peut disparaître. On aime n'importe comment, on ne devra pas aller jusqu'à tuer.
Dans tous les cas, on doit aimer peut-être à moitié, s'il faut dire vrai. Pour aimer avec maîtrise, il faut se maîtriser, même si on aime tellement. Il faut cultiver la maîtrise de soi. C'est ce que moi je pense. On peut aimer, mais aller jusqu'à tuer, vraiment, ça ne signifie rien. Pas bien. Pas bien. Mais c'est des actes qu'il faut même condamner. C'est des actes qu'il faut condamner, c'est pas normal. Nous ne sommes pas à l'âge de la pétaillée où on doit encore tuer son conjoint parce qu'on est jaloux. Vous savez, tout crime part d'abord de la conscience, d'abord de la tête. Hein. Et on commet un crime par rapport à l'intensité de la relation qu'on avait avec l'autre. Oui. Donc moi je pense qu'au pif comme ça peut se justifier, ça peut arriver. Surtout quand on ne contrôle pas ses pulsions, ses tensions et tout, ça peut arriver. Donc tout est question de maîtrise et de culture. Alors, retour dans ce studio, moi j'ai bien aimé ce Vox Pop, quoi qu'on a eu beaucoup de difficultés à le faire hier. C'est un sujet assez complexe et des différentes personnes qu'on a croisées dans la rue avaient du mal à se prononcer là-dessus. Alors moi j'ai bien aimé celui qui a dit il faut aimer à moitié. Mais la question que j'aimerais lui poser, c'est de savoir comment on aime à moitié. D'accord. Alors, on va évoluer, sauf si quelqu'un voulait réagir. Non, je voulais tout simplement dire que la première personne qui a pris la parole pour définir le crime passionnel m'a beaucoup intéressé. La dame là m'a intéressé parce qu'elle est venue vraiment dans les fondamentaux et elle a sorti un mot qui reste la souffrance. La passion, c'est la souffrance. Vous savez, même dans l'amour, c'est la souffrance. Aimer une personne, c'est souffrir. C'est souvent entendu dire que l'amour n'est pas facile. Aimer n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on n'aime pas seulement les bienfaits, on aime aussi ce qui est mauvais. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il faut faire attention dans ces relations. Donc, ça fait sortir ce mot-là que dans une relation, que ce soit amoureuse, il faut faire trop attention. Parce que ça peut basculer d'un camp comme de l'autre pour un rien. Et donc, il faut être attentionné. Il faut faire attention, mais il faudrait nourrir l'amour. Il faut être attentionné. Voilà, Maître Bondieu, merci beaucoup. Dans plusieurs pays, y compris le nôtre, souffrez de ne pas réagir. Il faut être attentionné, Maître Bondieu l'a dit. Vous savez ce que j'allais dire. Dans plusieurs pays, y compris le nôtre, ces crimes sont souvent excusés par l'opinion publique, qui au contraire s'apitoie sur le sort de l'agresseur. L'homme jaloux est toujours compris, si ce n'est excusé. Dans l'inconscient populaire, c'est la notion de l'homme prioritaire, propriétaire de sa femme. Partagez le même avis. Il y a que les scientifiques, certains scientifiques essayent de pourfendre cet avis en disant que les hommes qui vont jusqu'à ces extrémités, c'est des lâches, c'est des sexistes. Beaucoup d'hommes, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'hommes se croient propriétaires. C'est-à-dire que quand un homme est marié, il se croit propriétaire de sa femme. Mais il y a beaucoup d'hommes qui le croient. Sinon, comment expliquer le cas où l'homme violente sa femme parce qu'il a soupçon d'adultère? Pourtant lui-même, il le fait tout le temps. Peut-être une connerie, mais d'une certaine façon, l'homme ne serait-il pas du fait d'avoir payé la dot et tout le reste... Excusez-moi, laissez-moi terminer. Est-ce qu'il ne serait pas... Je n'ai pas dit propriétaire. Voilà. Je sais que c'est ce qui vous fait crier. Mais est-ce qu'il ne serait pas, responsable de ce qui arriverait à sa femme de mauvais parce qu'il ne l'aurait pas encadré? Vous comprenez? Je n'ai pas dit propriétaire. Mais quand même, ça veut dire la femme deviendrait d'une certaine façon la propriété de cet homme qui en serait le défenseur. En fait, il est responsable de sa femme. C'est mieux, propriétaire. Je voudrais un peu vous surprendre, Audrey. J'ai dit les crimes passionnels ont tué plus d'hommes que toutes les guerres qui ont eu lieu au monde entier. Vous savez, c'est ces relations-là qui est d'abord originelle. L'homme part de ces relations pour en faire tout cela. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se font taire dans les foyers ou dans les familles. Parce que si on menait une enquête sérieuse sur le décès des individus, on trouverait plus de morts par crime passionnel que de morts par arme blanche ou par fusil, etc., etc. Cela veut dire que c'est un mal sérieux. Et c'est un mal parfois qui est silencieux. C'est-à-dire que les raisons, les mobiles, c'est lorsque c'est un crime qui est vu au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un est mort par sang, on l'a assassiné, on l'a étranglé, et qu'on a trouvé le... Mais il y a d'autres qui meurent, on ne trouve personne. On le trouve le matin sur le lit, c'est fini. On trouve une jeune fille peut-être 3 mois après en train même dans un état de défraction et tout cela. Donc, à mon sens, qu'est-ce qui a lieu? Ce n'est pas de voir
quelles sont les causes de ceci ou cela. C'est la prise de conscience du fait que aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout le développement de toutes ces libertés, où on dit je veux, parce qu'on a toujours tendance que les femmes et les hommes s'attribuent un peu la propriété. L'homme veut rester le prédominant de l'époque. Mais ce n'est pas faux. Vous savez que jusqu'à une certaine époque-là, les femmes étaient les biens. Et qu'aujourd'hui, même, ça continue. Quand un chef remplace un autre à l'ouest, il prend quoi? Il prend toutes les femmes en dehors de sa mère. C'est aussi une appropriation. C'est pour dire que la femme fait partie, entre guillemets, du patrimoine ancestral. Il faudrait qu'on se libère de ces carcans, c'est vrai, mais il ne faudrait pas oublier une chose. C'est que homme protège ta femme et femme sois soumise et respecte ton mari. Si on déséquilibre ces principes-là, on retombe sur le crime passionnel. On lit encore quelques messages, oui. Mais vraiment en 5 secondes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va conclure. On va lire quelques messages, après on va conclure, oui. D'accord. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que, bien qu'ils aient dit des choses que je vais trouver quand même intéressantes, j'ai envie de dire qu'on subit malheureusement l'évolution, et ça, vous ne pouvez pas vraiment perdre de vue cet aspect. Autrement, si on reste dans cet esprit, ce serait une conception archaïque, vraiment de la conception du couple archaïque et des rapports de sexe. À mon sens, il faut tenir compte aujourd'hui que comme la femme fait les mêmes études que l'homme, a forcément une valeur. Et qu'elle ne saurait, malgré la tradition, être reléguée à celle qui est propriétaire. Même si on a la tradition qui voudrait qu'on paye sa dot ou alors tous les éléments qui y concourent. Il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, les femmes, d'accord, dans les rapports de sexe, sont, entre guillemets, au même niveau que les hommes. Il n'en demeure pas moins que la place de l'homme reste. Il doit être respecté, c'est le choc de la famille. Mais pas prendre la femme comme propriété. Non. Comme son esclave. Il n'y a que des esclaves qui appartiennent à leur maître. On n'est plus à cette époque-là. On va lire quelques messages et après on va revenir conclure. On peut convenir, Zingangula, on peut convenir avec Didier Kouamou que rien de grand ne s'est accompli sans passion. Mais comme la folie, reconnaissons que la passion dépersonnalise l'individu agissant passionnément. Voilà, c'est son avis. Vous savez égal qu'avec Didier. Voilà. Sorel qui envoie ce message. L'amour passionnel est un crime? Si oui, pourquoi? Vraiment, réponds en 5 secondes. L'amour passionnel, c'est un crime? Oui, c'est un crime. La jalousie est un manque d'estime pour celui qu'on aime. Le crime ne saurait être justifié. Tony de Bafoussam. Bonjour, quand vous parlez des jeunes filles ou garçons, n'oubliez pas que n'oubliez pas que ce problème, on le retrouve dans nos foyers. Quand un homme a une sans-emploi, il se croit tout permis. Que dire? C'est Liliane de Yaoundé. Oh, sans-emploi, c'est trop dire. Vous savez les conseils que vous donnez à votre mari, la nourriture que vous préparez, les habits que vous repassez, vous n'êtes pas sans emploi. Vous participez justement à l'édification d'un foyer stable. Et à ce moment-là, vous avez droit sur tout ce qui arrive. Il ne faudrait pas que les ménagères croient qu'elles sont exclues. Elles ne sont pas exclues. Elles participent. C'est bien que vous soyez l'applaudie parce qu'il est souvent conçu dans la conscience collective que... Elle travaille. Sinon, vous devez prendre une ménagère, vous devez prendre et payer. Donc, elle participe. Vous êtes en train de nous mettre en difficulté. Mitterrand Abapté, celui ou celle, c'est Mitterrand Abapté qui envoie ce message. C'est lui ou celle qui aime passionnellement, est jaloux et prévient constamment son partenaire en cas de trahison. Bonjour à tout le plateau, je viens tout juste de prendre l'écoute. Les jeunes garçons ne sont-ils pas aussi violés par les femmes? Parlons-en. On l'a dit, si. C'est Capitaine Domato Abouda qui envoie ce message. Bonsoir, une réaction qui est bâtie par la crainte de Dieu, prie que le diable ne vienne pas détruire. C'est Maurice. Lionel Chofo, comment quelqu'un peut-il aimer par amour? C'est absurde. Comment quelqu'un peut-il tuer? Voilà, par amour, sorry. C'est absurde. Alors, c'est pas de l'amour, mais de la jalousie. J'ai ma voisine de 17 ans qui s'est suicidée à cause de cet amour dû aux promesses de mariage qui ont été dévancées par une autre femme. Pour moi, c'est une maladie mentale. Sauter la vie par amour est une bêtise injustifiable. Quel que soit le motif, parce qu'il est inadmissible qu'avec toutes les belles fleurs qui se trouvent dans ce pays, par la vie d'un être est ôté. Ok. Parce qu'il est inadmissible qu'avec toutes les belles fleurs qui se trouvent dans ce pays, par la vie d'un être est ôté. Ok, c'est Alana. Mitterrand Abapté, celui ou celle qui aime est jaloux et prévient généralement son partenaire. Voilà.
Zingangula, Monsieur Didier Kwamo, le libertinage des jeunes filles ou des jeunes gigolos à plusieurs amants n'est-il pas un déclencheur d'un crime passionnel à venir? Message déjà lui. Ok, il a envoyé ce message 2 fois. Alors, on va conclure cette émission, hein, mais avant, je vais faire la ronde. Là, je vais commencer par Didier Kwamo. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion concernant le crime passionnel? Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ce que je dirais, conclusion partielle, parce que nous ne pouvons pas être complets. Je veux dire que je ne peux pas, en ce qui me concerne, légitimer, personne ne saurait légitimer le crime. Mais vous essayez de comprendre. Mais j'essaie de comprendre et d'actionner les leviers de